Vous êtes chef et vous voulez renforcer votre crédibilité pour mieux embarquer vos équipes ? Vous voulez appliquer à votre quotidien les conseils que vous entendez sur le management ? Je suis Florence Léraud et à partir du 8 octobre, j'animerai une chef expérience par semaine tous les vendredis midi. 6 ateliers d'1 heure pour renforcer en pratique votre posture de manager. Écoutez pour mieux communiquer, muscler votre créativité ou encore oser vous affirmer davantage. Au programme, de l'interactif, du plaisir et des exercices ludiques. Pour vous inscrire, c'est sur chef.fr. Bonjour et bienvenue sur Chef. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, je dresse des portraits de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise, passionnés par l'intelligence collective et qui accompagnent leurs équipes de manière positive. Chef, c'est le podcast de ceux et de celles qui sont convaincus que, comme moi, bienveillance et performance sont indissociables. Je vous accueille aujourd'hui sur Chef pour un nouvel épisode dans lequel j'aborde le management sous l'angle de l'amitié. Je fais partie de ces gens qui ne cloisonnent pas les relations et je me suis fait beaucoup d'amis au travail, y compris quand j'étais RH. Alors aujourd'hui, en tant qu'entrepreneuse, j'ai aussi à cœur de travailler avec des gens que j'apprécie et je dois admettre que travailler entre amis est assez confortable. Mais travailler avec des personnes aussi proches et dont la relation est aussi précieuse est un art délicat, car autre chose se joue et souvent, nous sommes plus exigeants vis-à-vis de ceux qu'on aime. Alors pour aborder cette épineuse question du mélange entre amitié et travail, j'ai invité Caroline Payoux, la cofondatrice d'Ignition Programme. Elle m'a éclairée sur les bonnes pratiques de recrutement et de management. Elle m'a aussi partagé son expérience d'une séparation difficile avec un couple d'amis qui travaillait chez Ignition et les leçons qu'elle en tire. Plus globalement, et si l'amitié exacerbe les relations, Caroline nous livre surtout sa vision des relations humaines, du collectif et du management. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Si l'épisode vous plaît, pensez à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître Chef. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'accueille Caroline Payoux. Bonjour Caroline. Bonjour Sophie. Caroline, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast. Tu es la cofondatrice de Ignition Programme. Tout à fait. Donc chez Ignition, vous révolutionnez un peu le monde du recrutement. En tout cas, vous avez une approche très qualitative et assez moderne du recrutement, notamment pour les startups. Tout à fait. C'est ça ? On se concentre sur l'univers entrepreneurial. C'est important pour nous, permettre à des talents qui ont envie d'aventure entrepreneuriale de trouver leur aventure, celle qui leur convient et qui leur permettra d'avoir un maximum d'impact. Et l'entrepreneuriat est un bel univers pour ça parce que les gens mettent du sens dans ce qu'ils font, ils sont enthousiastes, il y a de la croissance et donc il y a des très beaux postes à pourvoir dans cet univers. Et raconte-moi un petit peu en quoi Ignition Programme est différent d'un cabinet de recrutement classique. Alors la première chose, c'est que la plupart de nos candidats viennent à nous sur cette idée qu'ils vont trouver une aventure entrepreneuriale qui les intéresse. Et ça change pas mal de choses parce que ils sont déjà eux-mêmes dans une certaine énergie. La seconde chose, c'est qu'on rencontre, on fait remplir un dossier assez poussé à nos candidats de telle façon qu'ils se connaissent eux-mêmes déjà un peu mieux au sortir de ce dossier. Ensuite, on les rencontre pendant 1 heure, on contacte les références, c'est quelque chose d'assez poussé avant même d'avoir un job à leur proposer. Et c'est parce qu'on les connaît, parce que on va les découvrir au-delà de leur CV, qu'on peut leur proposer la mission qui leur correspond le mieux. Idéal. Et quand bien même, dans les cas où c'est nous qui allons vers un candidat, nous essayons toujours de d'abord comprendre qui il est au-delà de son CV, et ensuite de voir si effectivement ça correspond à ce qu'on imaginait, ou de changer d'avis. Et c'est très très ok pour nous de changer d'avis. Voilà. Super, ouais, c'est vraiment je trouve une jolie approche du recrutement, très sur mesure et très qualitative à la fois pour le candidat et pour l'entreprise qui va le recruter. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire. On se base beaucoup sur la question du sens, de la culture. Mais en fait, on se voit aujourd'hui pas pour parler de recrutement ni de culture d'entreprise, etc. on se voit quand même aujourd'hui pour parler de management, mais dans une situation un peu spécifique qui est le fait de travailler et de manager des amis. Ouais. Alors, peut-être avant de parler de ça, j'aimerais qu'on découvre encore un petit peu plus qui tu es. Tu nous as parlé de ton entreprise. Est-ce que tu peux me dire, toi, quel manager et quel leader tu es ? J'ai du mal à séparer le manager de moi, et donc la question c'est qui je suis. Écoute, je pense que on m'a beaucoup renvoyé que ce qui faisait ma force en tant que manager, c'était d'écouter et de regarder les qualités des gens, de les voir grands et de les mettre sur les bons rails.
Donc je crois que j'ai envie de te dire ça. En tout cas, c'est un retour qui me nourrit et qui me permet de proposer encore plus de bons rails aux gens avec qui je travaille et aux candidats avec qui on travaille. Oui, voilà. Ce que tu dis est très lié aussi à la mission d'Ignition et à la manière dont vous faites votre métier. Ouais. Et alors, si je reviens sur notre thème du jour, qui est le fait de travailler avec des amis, en quoi c'est une situation un peu délicate et en quoi c'est une situation, toi, qui peut-être t'intéresse ou en tout cas, tu avais des choses à dire? D'abord, de la même manière que je ne sais pas distinguer le manager en moi de moi, je ne sais pas distinguer la vie professionnelle et les relations que j'ai dans une vie qui serait professionnelle d'une vie qui serait personnelle. Pour moi, il y a des gens que je croise dans ma vie et qui sont importants pour moi. Et souvent, quand on passe 8 heures par jour avec certaines personnes, ils deviennent importants pour nous. Et importants avec une certaine affection, ou ça pourrait être une inimitié. Il se trouve que j'ai la chance que ce soit plutôt de l'affection avec les gens avec qui je travaille. Et donc, il m'est apparu très vite que j'avais pas du tout envie de détourner le regard de ce truc-là, ou de créer des barrières. Et du coup, si on ne veut pas détourner le regard, si on ne veut pas créer de barrières, si on veut pas qu'il y ait des biais, il faut absolument le regarder en face, quoi. Et se dire, en fait, j'ai une relation particulière avec cette personne-là. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon management? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos rôles respectifs dans l'entreprise? Qu'est-ce que ça veut dire pour le collectif? Est-ce que, du coup, il y a des relations qui sont différentes avec certaines personnes avec d'autres? Est-ce que ça peut créer une espèce d'inéquité Et en fait, je crois que c'est juste la vie. Prétendre le contraire serait juste faux, quoi. Et donc, mon propos, c'est d'arriver à le regarder en face et à faire avec. Voilà. Et petit à petit, alors d'abord, il y a eu le fait que je suis devenue amie avec les gens avec qui je travaillais. Et puis, ce qui s'est passé ensuite, c'est que, du coup, ça m'a décoincée. Je crois que d'ailleurs que ce sont les difficultés que j'ai vécues qui m'ont décoincée. Et du coup, si c'est la vie, alors rien ne m'empêche de recruter aussi des amis d'avant. Et voilà. Et du coup, j'ai eu la chance de bosser, l'aventure et aussi les challenges de bosser avec des amis depuis 7 ans. Et à vrai dire, avant aussi, dans ma vie précédente, je bossais avec des amis, simplement, je me le disais pas. Et t'avais peut-être moins un rôle de management vis-à-vis d'eux? Exactement. Enfin, oui, ça dépendait des cas. Mais surtout, je crois que je faisais comme tout le monde. Je mettais ces espèces de barrières, ce modèle. De scinder les deux vies. Ouais, ce truc qui dit que en fait, oui, on s'entend bien au boulot, mais en fait, on sépare les deux. Et puis, si on se voit pour une bière le soir, mais ça veut pas dire néanmoins qu'on mélange avec ses vrais amis d'ailleurs. Enfin, et en fait, ça, je veux bien qu'il y ait certaines séparations simplement parce que chacun a besoin de son jardin secret. Même avec ses amis, on a besoin parfois de garder certains dans un côté et puis certains de l'autre. Et néanmoins, ne pas acter qu'il y a de l'affection est une certaine forme de violence pour moi. Et donc, je préfère faire l'inverse. C'est aussi très audacieux et très difficile dans le quotidien, dans certaines situations. Dans certaines situations, c'est le bonheur. Et puis dans d'autres, c'est compliqué. C'est ça. On va creuser ça dans cet épisode. Ma première question, c'est déjà, on parle d'amis, on parle de sentiments, d'émotions. Est-ce que ce qu'on va se dire dans cet épisode, ça vaut pour un travail en couple ou en famille? Est-ce que c'est aussi des choses que tu as expérimentées peut-être? Ou quel est ton avis là-dessus? Alors, j'ai peu expérimenté pour la raison que... Alors, j'ai un petit peu travaillé avec ma sœur, que j'adore et que j'admire beaucoup. On a parfois des amis qu'on n'a pas trop envie de mélanger. Peut-être que c'était une zone sur laquelle j'avais pas envie de trop amener le travail, et elle non plus. C'est-à-dire qu'on a des stress dans lesquels on est content de pas rentrer quand on est en famille. Il y a déjà suffisamment de stress dans la cellule familiale. De manière générale, je parle pas pour nous, mais je veux dire, la cellule familiale est un endroit de certains stress. On n'a pas besoin d'aller amener le stress du boulot en plus. Ça, c'est pour moi. Il y a des gens qui bossent en famille et qui sont extrêmement épanouis de le faire. À vrai dire, je serais pas contre le faire. Ça s'est pas tellement présenté comme ça. Et alors, avec mon mari, ça c'est très clair. Je l'adore, c'est l'homme de ma vie, mais on ne peut pas travailler ensemble. C'est pas... c'est pas parce que j'ai peur de quoi que ce soit. Non, c'est juste que on a des manières de travailler qui sont totalement opposées. Quand on regarde nos profils MBTI, ils sont radicalement opposés. Enfin, ça n'est juste pas possible. On a une manière d'aborder le travail qui est tellement différente. Et on a un petit peu... Évidemment, il m'a aidé sur ma boîte. Parfois, je l'aide sur certains sujets, mais ça demande un tel déni de la manière dont on bosse quand on fait l'effort d'aller sur le terrain de l'autre qu'on le fait pas.
finalement, il y a des amis avec lesquels tu as envie de travailler et d'autres avec qui tu n'as pas envie de travailler. Là, c'est pareil, c'est la nature des relations aussi que tu as avec ces gens-là et les personnalités font que dans le monde du travail, ça fit ou ça fit pas. Exactement. Il y a des gens avec qui on aime bien travailler et des gens qu'on adore dans la vraie vie, mais avec qui on n'a pas envie de travailler. Alors, si on reprend un peu la chaîne de valeur du management ou la chaîne de management, le premier acte, t'es bien placé pour le savoir, c'est de recruter. Et de recruter un talent. Je voudrais avoir ton avis sur comment on fait, quelles sont les bonnes questions à se poser pour quand on recrute quelqu'un avec qui on s'entend très bien. Un ami, comme tu disais, comme tu l'as expérimenté, de ta vie d'avant. Ouais. Comment ça se passe ? Comment ne pas rentrer non plus dans le piège de « Ah, mais ça peut être super chouette de bosser ensemble » et puis en fait, au quotidien, on se rend compte que c'est l'enfer. Et ça, je l'ai déjà vu. Bah oui, bien sûr. Bah pour la raison qu'on vient de se dire. Exactement. Écoute, en fait, déjà, moi, je crois que le recrutement, ça n'est pas une histoire d'intuition. C'est une histoire rigoureuse à la fois d'écrire la bonne fiche de poste, de placer les bons objectifs pour un poste, ensuite de se poser la question de quel est le profil dont on va avoir besoin, et ensuite, quand on screen les candidats et quand on les rencontre, de se poser la question face à ce qu'on appelle une scorecard, mais donc en définissant très précisément les objectifs à une certaine échéance sur chaque poste. Et quand on fait cet exercice très rigoureusement, en fait, ami, pas ami, c'est la même histoire. Et je crois, par contre, qu'il y a une certaine facilité alors, pour autant qu'on soit capable de regarder justement ces relations en face, il y a une certaine facilité à analyser la compétence de quelqu'un face à cette scorecard quand on la connaît. C'est quand même un atout de la connaître, parce que l'autre possibilité, c'est de ne pas la connaître et donc d'y avoir accès 1 heure, 2 heures ou 3 heures avant de l'embaucher. C'est quand même pas énorme, quoi. Donc, quand bien même la méthode est rigoureuse, parce que justement, on n'a que 3 heures pour évaluer quelqu'un. À contrario, le fait de la connaître, cette personne, permet, mais dans un process rigoureux, de bien se dire, attends, là-dessus, est-ce que on est sur quelqu'un qui est drivé par les objectifs, etc. Enfin, on peut se poser les bonnes questions et avoir les bonnes réponses. Mais pour ça, il faut regarder en face le fait que, par ailleurs, on aime beaucoup cette personne et que, du coup, ça joue énormément dans un des critères, mais pas tous les critères, un des critères qui est, est-ce que ça va fitter ? C'est un des critères, c'est pas tous les critères. Voilà. Je trouve qu'une des difficultés, c'est quand même de ne pas avoir de biais ou d'être sûr de bien connaître la personne objectivement et ses compétences pour tel ou tel sujet. Parce qu'on sait aussi que, j'ai pu l'observer, il y a des gens qui sont très différents en amitié et dans la sphère personnelle et dans la sphère professionnelle. Exactement. Et ça, du coup, comment tu fais pour savoir dissocier et être objective là-dessus ? Alors, cela dit, il y a plein de gens qui sont très différents en entretien et dans leur vie professionnelle. Donc, de toute façon, il y a un risque quand on recrute quelqu'un. Donc, ce risque-là, on pourra en reparler, mais il y a aussi, du coup, l'onboarding et la gestion des risques après. Dans l'évaluation en amont, je crois qu'il faut poser les questions comme pour un candidat classique. Et éventuellement, avec un ami aussi, on peut se dire qu'on peut tester des choses. On ne peut pas faire avec un candidat qui vient de l'extérieur et à qui on doit un certain process classique de recrutement. Si la personne démissionne d'ailleurs pour ce poste-là, il y a tellement de codes qui sont déjà en place. C'est difficile de lui dire, écoute, viens essayer quelques jours sur ton temps off avant de... Un ami, on peut. Moi, j'ai démarré avec la première amie que j'ai recrutée de l'extérieur, qui était amie avant que je la recrute. On a commencé avec un temps très partiel, en se disant, on essaye pour voir. Et ça s'est très très bien passé, du coup on a augmenté. Ça, c'est la manière la plus sécuritaire, quoi. On est vraiment sûr que si ça colle pas on avait une demi-journée par semaine, si ça collait pas, on changeait, quoi. Et c'était OK. L'autre solution, c'est d'analyser en entretien, d'essayer de dire, écoute, voilà, moi sur ce poste, j'ai besoin de ça, et de dire, quelles sont les expériences dans ton passé, parce qu'on ne connaît pas tout de la vie de ses amis, quelles sont les expériences dans ton passé qui te feraient penser que ce truc-là, tu peux l'affronter, tu peux le dépasser. Et poser ces questions-là rigoureusement sur l'ensemble des objectifs qu'on a fixés pour le poste, c'est ça, à mon sens, qui fonctionne. Puis appeler ses références, faire la totale, quoi. On a confiance, mais en fait, il faut comprendre
le profil professionnel de la personne. Et ça, il n'y a qu'une due deal propre qui permet de le faire. C'est pas simple à faire, je trouve, de changer de posture, d'être dans une posture un peu d'évaluation de quelqu'un pour qui on a des sentiments et des émotions. Et aussi de dire, on aime bien se marier ensemble, on part en vacances, etc. Mais là, on est finalement, je suis en position plutôt de force, d'évaluation et Alors c'est ça qui me paraît peut-être être le biais à enlever. C'est-à-dire que chacun est libre dans cette histoire. Et je ne crois pas qu'il y ait une position de force. Je crois que les recrues, les salariés, dans cette relation qui est certes contractuelle, ont aussi, ont même parfois plus de pouvoir que le manager et le recruteur. Donc je ne crois pas qu'il faille voir ça comme une relation où il y aurait quelqu'un qui a le pouvoir et l'autre qui l'a pas. Les gens sont très libres et puis heureusement dans le marché de l'emploi tel qu'il est là en ce moment par exemple, il y a le choix. Donc si les gens ont envie de changer, c'est ok quoi. Donc il faut de la tête. Je crois pas que l'entrepreneur, moi qui travaille avec des startups, disons le recruteur qui perd une ressource importante sur laquelle il avait misé, c'est loin d'être neutre pour lui. Un mauvais recrutement, c'est de l'ordre sur un junior de 50 000 euros de perdu, même quand on se rencontre en période d'essai. Donc c'est pas du tout neutre. Le candidat, lui, finalement, si sa période d'essai se rompt, normalement il a accès au chômage. Donc lui, l'impact financier. Alors par contre, l'impact psychologique sur soi, quand on est la recrue, il peut être assez fort. Et c'est là que je dis, il faut changer son imaginaire autour de ça et se dire qu'on est en relation d'égal à égal. Si ça fonctionne pas, en fait, c'est des deux côtés. Il y en a pas un qui avait tout le pouvoir et l'autre qui a subi. C'est pas vrai. Voilà. J'aime bien. J'ai fait un peu exprès d'aborder cette question-là, la question du recrutement aussi avec la notion de force et de pouvoir, parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que et dans ce que tu dis, ça vaut quand on travaille avec des amis, mais en fait, ça vaut de manière générale. De manière générale. Qu'une relation de travail, c'est avant tout un partenariat. Exactement. Et il n'y a pas, même s'il y a une relation hiérarchique, même s'il y a une relation contractuelle, etc., il y a quelqu'un qui est plus expérimenté que l'autre, peut-être, mais finalement, c'est un partenariat et où chaque alter ego doit être présent. Oui, puis moi j'ai recruté des amis qui sont meilleurs que moi sur tout un tas de sujets, peut-être même meilleurs que moi overall, mais de toute façon comme il n'y a personne pour nous le dire, on est tranquille. Mais la question n'est pas de savoir s'il y en a un qui est plus expérimenté, qui serait le patron ou quoi. On est vraiment, en fait, chacun amène ce qu'il a amené à l'entreprise en fait, et c'est pas à moi. On bosse tous pour un projet dans lequel on a des rôles différents. Moi j'ai un rôle de coordination, mais j'ai pas le sentiment d'avoir une relation de pouvoir très forte. Si on continue un peu l'évolution de la relation, donc on part du principe que tu recrutes une de tes amies, comme tu as pu le faire. Comment ça se passe le début de la relation de travail ? Comment tu poses les bases ? On a été très pro. Toutes les deux, on a d'abord posé nos attentes professionnelles. On a dit, moi j'ai dit, la raison pour laquelle j'aurais besoin de toi, c'est pour faire ceci, cela. Donc les objectifs du poste, c'est ça. J'ai fait mon assessment, je savais que ça le faisait. Alors la première que j'ai recrutée, je savais très très vite parce que voilà, ça se goupillait bien. J'ai dit, j'ai besoin de ça. Elle a fait aussi son travail de démarrage de poste, c'est-à-dire, ok, tu me dis que tu as besoin de ça, mais moi, j'ai besoin que tu sois plus précise là-dessus. Donc, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on peut être précis à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois ? Enfin, on a toutes les deux fait un travail vraiment de quelles sont les attentes. Et puis moi, je lui ai posé aussi la question et elle me l'a dit. C'est quoi ces attentes aussi et ces craintes ? Et après, on a été un cran plus loin, c'est-à-dire que comme on était amis, comme j'avais déjà vécu des amitiés au travail, alors plus des amitiés que je m'étais faites au fil de l'eau, mais néanmoins, et que j'avais déjà vécu des challenges assez compliqués, on s'est dit quand même notre amitié, elle est plus importante. Alors, je pense que ça, c'est une grosse étape quand on travaille avec des amis, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui va être le plus important si ça merde ? Et on s'est dit clairement, notre amitié est plus importante, donc si ça commençait à déraper, il faudrait qu'on soit très vite capable de se séparer, sans en faire un drame.
Et après, on s'est dit, oui, mais quand même, si jamais c'était un drame, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a fait venir un coach de l'extérieur. Ok. Et on a fait une session qui était génialissime sur, eh bien, qu'est-ce que notre amitié représente pour nous? Qu'est-ce qu'on y met? Qu'est-ce qu'elle représente dans le travail? Comment on se voit dans le travail? C'est quoi l'image qu'on a de l'autre au boulot? Parce qu'on n'a jamais une image aussi... on ne se représente pas ce que nos amis imaginent de nous dans le travail. Donc, c'était important de le poser. Et puis, qu'est-ce qui se passe si ça se passe pas bien, quoi? Et quelles seraient nos demandes là-dessus pour la suite? Et c'était un vraiment très, très chouette moment parce qu'on s'est dit des choses très belles qu'on se dit jamais entre amis. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'était vraiment un super beau moment qui restera, vraiment pour moi, très longtemps, très beau souvenir. Et on a pu poser comme ça. Moi, j'ai appris, par exemple, que si ça tournait mal, elle me dit, le conflit est dur pour moi. Donc, en fait, il y a probablement 6 mois où je te gosserai. Mais faut pas que tu te dises que c'est dead. Juste au bout de 6 mois, probablement, je vais revenir et ce sera comme avant et on va pas en faire un fromage, quoi. Et elle me dit, moi, je fonctionne comme ça. Moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, c'est... Dans ma tête, il y a des choses qui sont complètement séparées. L'affection que j'ai pour les gens et ce qu'on fait pour l'entreprise sont complètement séparés. Donc, si dans mon rôle, j'ai besoin de dire, en fait, là, tu vois, là, ça va pas, que j'ai une décision à prendre qui plaît pas à l'autre, en fait, bizarrement, ça me paraît décorrélé dans ma tête de l'affection que je porte à la personne. Alors, j'essaye, quand les gens me disent, pour moi, c'est corrélé, de faire attention. Mais, du coup, à l'inverse, le mélange des gens en face me paraît être juste un mélange des gens. Je me sens pas attaquée, quoi. Voilà. Et justement, est-ce que tu as eu à gérer des moments où tu avais des décisions, quand même, t'es chef d'entreprise, donc des décisions liées au salaire, à l'évaluation, la promotion? Bien sûr. L'évolution. Alors, les salaires, l'évaluation, la promotion me paraissent bizarrement pas les sujets les plus difficiles. Alors, je me suis rendu compte quand même à plusieurs moments, et donc, c'est là que je dis, les biais, ils existent, mais il faut en prendre conscience, il faut les regarder en face. Le problème n'est pas d'essayer de les annuler, ça n'existe pas. Donc les biais existent. Moi, par exemple, j'ai pris conscience du fait que plus j'aimais les gens et plus j'étais exigeante avec eux. Parce que je les vois tellement grands que quand je vois que ça colle pas, je me dis, oh, attends, tu peux vraiment faire mieux. Alors ça, c'est dans le quotidien, du coup, je suis un peu tonique, quoi, avec les gens que j'aime beaucoup. Qui aiment bien, châtie bien. Ouais, mais en même temps, on se le dit, on se dit, ouais, mais... Et puis peut-être que j'ai évolué aussi là-dessus. Mais il y a eu un moment où j'ai vraiment senti ça très fort, donc j'ai regardé ce biais-là très en face, en me disant, attends, ça va pas. Et puis pour l'évaluation, les salaires, etc., on essaye quand même d'avoir des grilles et des choses un peu rationnelles derrière. Donc on fait ça en fonction du nombre de personnes managées, de l'impact sur le chiffre d'affaires, de tout un tas de critères qui font que malgré tout... Tu rationalises. Bah ouais. Tu te laisses pas... Enfin, je me doute que tu te laisses pas, mais embarquer par les émotions ou justement les biais de vouloir faire plaisir, en fait, etc. Je vais te dire, je crois que chez moi, il y a quelque chose qui est très très puissant et peut-être plus puissant que... les relations, en tout cas qui est aussi puissant que les relations que je peux avoir avec chacun, c'est de prendre soin de mon collectif. Et donc, quand on cherche à prendre, enfin, en tout cas pour moi, quand je cherche à prendre soin du collectif, et que c'est si important pour moi, je peux pas créer des inéquités sciemment, ou même m'apercevoir qu'il y a un truc qui cloche de ce point de vue-là. Donc, il y a peut-être des inéquités, mais je crois pas qu'elles soient liées à cette affection, parce que pour moi, les deux s'équilibrent dans ma tête, quoi. Entre je t'aime beaucoup, mais si c'est pas équitable, en fait, ça rentre pas. Ça ne marche pas. Je peux pas déshabiller Paul pour habiller Jacques quand je tiens autant à Paul qu'à Jacques, quoi, grosso modo. Or, je tiens autant au collectif qu'à mes amitiés, et donc, je crois que c'est ça qui me protège. Après, est-ce que je me rends compte de tout? Mais pour l'instant, personne ne m'a jamais reproché ça sur les salaires ou sur les évaluations, jamais. Il y a eu des gens pour croire que je favorisais telle ou telle personne parce que c'est ça aussi un des gros risques. Ouais. C'est pas tant, en tout cas moi je le vis pas comme étant le risque de créer des inéquités, mais il y a un fantasme, et c'est normal,
que ça puisse créer des inéquités. C'est-à-dire que mes collaborateurs, c'est normal, quand ils me voient très proche de quelqu'un, ils peuvent imaginer qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement rationnelles. Et ça, c'est important aussi pour le collectif de montrer ce qu'on essaye de faire pour que ce soit rationnel. Voilà. Et qu'est-ce que tu essayes de faire justement ? Comment tu le montres à un collectif ? C'est là qu'on a des grilles de salaire bien rationalisées, etc. Et puis, on ouvre la parole. Je te dis ça parce qu'on me l'a dit. On m'a dit à un moment donné, mais attends, telle personne, est-ce qu'elle n'a pas profité de votre amitié ? Donc on avait des sessions de Ask Me Anything, tu vois. Et cette question-là est ressortie. Je crois sincèrement, c'est là que j'ai pu répondre, écoute, honnêtement, avec cette personne-là, j'ai été très exigeante, voire peut-être mon biais a été d'être trop exigeante, mais je ne crois pas avoir fait autre chose que ça. Voilà. Et puis il y a un autre principe qui est, donc il y a de la rationalisation, il y a des process, il y a un process auquel je tiens beaucoup dans notre entreprise qui s'appelle consulter pour agir en liberté. Et donc quand j'ai un doute, plus que quand j'ai un doute, la plupart du temps, pour les décisions importantes, je consulte les gens que je pense à même d'avoir un avis intéressant. Et c'est pas de la démocratie, c'est autre chose, c'est quelque chose de l'ordre de prendre des décisions éclairées, en toute liberté, et c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour les autres. C'est-à-dire que chez nous, il y a un principe de subsidiarité, donc plus on est proche du terrain, plus on essaye de prendre les décisions on essaye de faire prendre les décisions le plus près du terrain, et ne remonte que ce qui a besoin d'un maximum de coordination, quoi, grosso modo. Mais pour faire ça, ça ne marche que si on peut prendre des décisions éclairées. Pour prendre des décisions éclairées, il faut consulter. Eh bien, sur ce sujet-là, comme sur d'autres, si j'ai un doute, je consulte. Je voudrais maintenant qu'on parle des liens que tu t'es créés. Une des questions que j'avais, mais tu as un peu répondu, mais toi, tu t'autorises en tant que chef d'entreprise et en tant que leader à créer des liens d'amitié avec tes collaborateurs. Ouais. Oui, je m'autorise parce qu'en fait, c'est le cas. Ouais. Donc, en fait, je ne vais pas m'interdire un truc qui existe de facto, parce que sinon, je fais quoi ? Je me mets auto en prison, je ne sais pas. Donc, oui, de facto. Et je les ai même beaucoup nourris. De facto, comme elles existaient, j'ai nourri ça. Et ça a été très, très, très joyeux. Ça a été, ça l'est encore. C'est très nourrissant. Tu vois, tout à l'heure, en discutant avec toi, je m'aperçois que il y a des gens qu'on adore dans la vraie vie, avec qui on peut pas nécessairement travailler. Il y a des gens avec qui on travaille, avec qui on peut pas nécessairement créer une relation d'amitié. Et en même temps, il y a, dans le fait de travailler ensemble et le fait d'avoir une mission commune et de s'engager pour ce truc-là, un lien de toute façon qui se crée, qui est extrêmement riche. Et donc, à partir de là, on peut parfois créer des amitiés absolument formidables. Et d'ailleurs, si tu regardes mon associé et moi, on a des tempéraments, je pense, dans la vraie vie. Je sais pas si on serait, si on s'était connus en dehors de cette mission, est-ce qu'on serait aussi proches ? Honnêtement, je crois pas, parce que déjà, on a des vies tellement différentes que je ne sais pas où on se serait croisés. Et en même temps, le fait d'avoir ce projet commun fait qu'on est extrêmement proches, au point qu'il est parrain de mon 3e enfant. Donc, c'est te dire si, en fait, moi, je me suis plus mis de barrière. Je me suis dit, c'est possible qu'on s'engueule pour le boulot et que finalement, on se sépare pour le boulot, mais on s'est dit qu'on avait quand même envie de garder la relation dans la durée. Et ça, c'est de nouveau le genre de pacte que, de toute façon, il faut, à un moment donné, il faut se dire, quoi. Il faut... Et quand est-ce que tu te le dis ? Quand est-ce que tu te dis... là, je commence à être assez proche de quelqu'un pour... j'en prends conscience et lui dire, là, on commence à avoir une relation qui est extra-professionnelle et donc, voilà, moi, quelles sont mes règles du jeu, comment j'ai envie qu'on fonctionne ? Ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, moi, j'ai fait ça plusieurs fois. Probablement que dans les premiers que j'ai faits, j'ai pas assez mis les règles. Enfin, j'ai pensé mettre des règles et puis c'est avéré que j'aurais dû aller plus loin. C'est-à-dire ? Par exemple, il y a des gens dont je suis devenue très très proche et puis dont on s'est séparés plus tard pour des raisons professionnelles. Voilà. Et en fait, j'avais mis certaines règles. J'avais dit, en fait, typiquement, le collectif compte autant pour moi que notre relation. Et donc,
les décisions que j'aurai à prendre pour le collectif peuvent ne pas te plaire, etc. Je pense que déjà, j'aurais dû faire ce travail que j'ai fait par la suite, qui est « Et toi, quelles sont tes conditions ?» Parce qu'en fait, du coup, il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas tout à fait équitable. Donc, j'aurais dû aller un cran plus loin. Et puis, peut-être que j'aurais dû poser qu'est-ce qui se passe si, pour une raison ou pour une autre, on était amené à se séparer et que la décision vienne de moi. Parce que la décision peut venir de toi. Donc, on aurait pu dire qu'est-ce qui se passe si c'est toi qui pars ? Qu'est-ce qui se passe si c'est moi qui te fais partir ? Et on n'a pas été jusque-là. Et depuis, avec les amis qui viennent de l'extérieur, et en te parlant, je me dis que je vais tout de suite le faire avec les amis que j'ai de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe si on était amené à se séparer voilà. Et en réalité, je le vois bien pour ceux qui partent, parce que j'ai été confrontée au sujet et moi, je le vis assez bien, donc en fait... Ceux qui décident de partir et... Voilà, ils décident de partir. Après, dans certaines... Après, il y a des choses intéressantes aussi qui se passent. Par exemple, il y en a un qui est parti, qui a monté une entreprise. C'est vraiment le genre d'histoire qui me plaît, quoi, parce qu'on a monté ce projet aussi pour permettre aux gens de devenir entrepreneurs. Donc, lui est devenu entrepreneur. Et lui m'a prévenu très tôt, je voudrais devenir entrepreneur, etc. Et là, la semaine dernière, il a recruté quelqu'un dans l'équipe. Il m'annonce ça la semaine dernière. Et là, c'est vrai que je lui ai dit, tu vois, moi, que t'embarques ton pote, mon pote, en fait, je trouve que c'est une très belle histoire. Et vraiment, je peux pas m'opposer à ça, et je trouve ça chouette. Et en même temps, j'aurais aimé que vous veniez me le dire quand vous y pensiez, parce que je me serais sentie reconnue en tant que autre chose que la boss d'Ignition. Et ils m'ont dit, en fait, on a merdé, je sais pas pourquoi on a fait ça comme ça. L'un des deux avait un avis, elle me dit, oui, mais quand même, il fallait préserver l'autre. Je dis, vous pouviez venir à deux. Et en fait, je lui dis, je juge pas que tu le fasses comme ça, je te dis que c'est pas ma demande en tant qu'amie. Ma demande en tant qu'amie, c'est que si tu veux aller embarquer des copains à nous deux dans ton truc, c'est que je la prenne pas la dernière du truc. Enfin, c'est comme ça, dans les groupes d'amis, on voit bien qu'on n'aime pas être le dernier au courant quand il se passe un truc. C'est pas très agréable. C'est ça. Au fond, je lui dis que tu le fasses, c'est la vie, et puis c'est très bien. Et puis en plus, c'est une belle perspective. Moi qui aime bien mettre les gens sur les bons rails, c'est des super rails, c'est génial. Mais par contre, avec le dernier à le savoir, ça m'a pas plu, quoi. Oui, parce que, comme tu dis, il y a des moments où il faut savoir peut-être un petit peu mettre de côté les liens d'amitié pour être dans des liens professionnels, mais en même temps, les règles de l'amitié continuent à s'appliquer. D'exister. Exactement. Et voilà. Et en même temps, moi, ça m'a fait rire que du coup, ça me mette mal à l'aise. Enfin, en fait, ils ont dû être mal à l'aise pour me l'annoncer comme ça au dernier moment. Et ça m'a fait rire. Enfin, à la limite, ça m'a rassuré dans notre amitié, le fait que ça les ait mis mal à l'aise. Mais je leur ai dit, next time, tu y penseras. Et justement, est-ce que tu as été confrontée à des situations vraiment compliquées avec des gens de ton cercle ? Ouais, l'épisode qui m'a vraiment abîmée, c'est ce couple d'amis qui a quitté Ignition dans vraiment le conflit maximum, quoi. Et ça c'était extrêmement douloureux. Tous les deux très très amis. Et je les aime encore beaucoup, mais voilà, mais maintenant... Vous voyez plus. On se voit plus. C'est une des amitiés écorchées. Et voilà, c'est comme ça. On peut pas toujours tout préserver. C'est ça. À un moment donné, j'ai regardé le collectif, j'ai regardé les relations individuelles et j'ai fait mes choix de dirigeante et voilà. Mais tu peux nous en dire un tout petit peu plus ? En fait, c'est l'un des deux était en difficulté sur son poste. Ça a duré 1 an, cette histoire. Donc, comme c'était quelqu'un qui était là depuis longtemps, pas que parce que c'était un ami, mais c'était quelqu'un qui était là depuis longtemps, qui avait fait énormément pour cette boîte, extrêmement engagé, qui avait fait vraiment des choses formidables pour Ignition, vraiment formidables, mais qui, depuis un certain temps, était en difficulté sur son poste, parce que la boîte grossit, parce que, justement, il y avait de l'historique, parce que... ça commençait à devenir... voilà.
Ça arrive. Difficile. Ouais. Ça arrive dans les boîtes Bien qui sûr. grandissent et ça n'enlève rien à sa valeur, mais simplement, à ce moment-là, c'était pas facile pour lui. Et j'ai essayé à plusieurs reprises de proposer des moyens de trouver peut-être un autre rôle, une autre façon de faire, voilà. On a essayé à plusieurs reprises parce que c'était important pour moi que ça marche. Puis à un moment donné, je me suis dit, en fait, ça va pas marcher cette histoire. Donc après, je passe dans un autre mode en me disant, attends, du coup, donc ça marche pas sur ce poste-là. Est-ce qu'on peut te changer de poste ? Est-ce qu'on peut changer les conditions du deal ? Est-ce qu'on peut changer machin ? Puis il y a un moment où je me suis dit, en fait, si on peut rien changer, C'est un mur. on va se séparer. Et ce que j'avais pas perçu, c'est que il n'imaginait pas, je crois, enfin ce que j'ai cru comprendre après, c'est qu'il n'imaginait pas que cette issue-là soit possible. Et donc, effectivement, du coup, il y avait pas tout ce que j'avais fait avant était inaudible, puisque moi, je voyais ce risque-là et je me disais, qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive pas ? Et en fait, peut-être lui ne le voyait pas, et donc... Et j'en étais extrêmement triste parce que... Ouais, en plus, tu as eu le double effet qui se coule, j'imagine. Double avec effet qui se coule, l'effet évidemment. Et pas très rigolo. Il y a un moment de leur vie qui était important pour eux, donc c'était pas drôle. Ok. Et parce qu'elle était enceinte, et donc il y avait cette idée de oh, mon Dieu, donc pas au début de la grossesse, pas à tel moment, etc. Puis à la fin, il y a un moment où il faut y aller, quoi, quand ça fait un an, tu vois. Et c'était horrible parce que pour eux ça a été très très dur à un moment qui était clé pour eux, donc j'étais désolée, j'étais très triste pour eux, mais je crois que je ne voyais pas d'autre choix. Et encore aujourd'hui, et pourtant pour avoir réanalysé, et c'est une histoire qui m'a énormément touchée, qui m'a remuée. Je me disais, est-ce que j'aurais pu du coup attendre 6 mois de plus que le bébé naisse, qu'il soit grand ? Et en fait, ça faisait déjà 1 an. Et j'avais déjà attendu, je m'étais déjà dit au début de la grossesse, non, pas les 3 premiers mois parce que là, il y a un vrai risque. Puis après, puis en fait, on s'en sort pas, quoi. Mais là, du coup, t'avais un peu mélangé les genres. Oui, mais en fait, oui et non. C'est-à-dire que à quel point, de toute façon, si je suis professionnelle et que j'ai en face de moi quelqu'un dont je sais que l'impact de ce que je vais lui dire met un risque sur sa grossesse, ami ou pas ami, je veux dire, je vais pas faire des trucs je vais pas faire des trucs comme ça, donc ça c'est pas possible. Mais une fois que la grossesse est plus en danger, là pour le coup, la question c'est peut-être que ça change quelque chose quand on est amis, j'en sais rien, mais en tout cas le danger n'était plus là. Après il y a l'impact sur la vie des gens, sur leur psychologie, et puis il y a ce qui se passe, il y a ce que je dis, il y a ce qui se passe, et il y a ce que les gens reçoivent. Ouais. Et ça, on n'en est pas maître. Moi, j'avoue que j'espérais qu'après cette année un peu compliquée, en fait, ce soit un peu libérateur pour tout le monde, et que c'est un moment de vie où on passe à autre chose, parce qu'en fait, parfois, c'est comme ça, quoi. Parfois, quand on a un enfant, on passe à autre chose, et on en est très content, et puis parfois pas. Et ça, de toute façon, ça m'appartenait pas, donc voilà, j'étais extrêmement triste que pour eux ce soit très douloureux. Évidemment, du coup, ça l'était pour moi, mais c'était comme ça. Oui, on a tous des manières. On choisit aussi la manière dont on vit certains épisodes difficiles. Exactement. Et ça n'appartient qu'à nous. Et pour tout te dire, moi-même, j'étais enceinte au même moment, et moi-même, ça a mis ma grossesse en risque. Mais c'est comme ça. Et donc, c'est intense. Tout ça pour te dire qu'en fait, c'est très intense ces choses-là. Mais moi, je préfère vivre la vie avec intensité, et je regrette en rien ni d'être devenue amie très fort avec eux, ni d'avoir dû faire ce que j'ai dû faire compte tenu des circonstances, ni de m'être engueulée avec eux parce que finalement, c'est la vie et quelque part, c'était une aventure aussi. Et parce que ça se termine bien, parce que tous les bébés vont bien, tout va bien. Parce qu'au fond, c'est ça. À part la santé, il n'y a rien qui soit si dramatique. Il n'y a que des aventures et un peu d'adrénaline aussi, quoi. Ou disons, c'est dramatique, mais c'est dramatique au sens un peu théâtral du terme. Voilà, on vit des choses intenses. Et moi, je suis très contente d'avoir vécu ces choses intenses avec eux. Et voilà, ils font partie d'une belle période de ma vie. Et s'ils reviennent, moi, je leur ouvre la porte. Ah, mais bien sûr. Merci beaucoup, Caroline, pour cet échange. Merci, Sophie. Ça m'a nourri aussi de repenser à tout ça. C'est chouette. Peut-être, quelle est la suite des événements, des aventures pour Ignition et puis pour toi ?
Écoute, nous continuons à développer la formation, le conseil et le recrutement en France, à l'international. On a développé déjà Lisbonne, on commence sur l'Espagne, on va probablement ouvrir un 3e pays. Et donc voilà, et on recrute beaucoup en ce moment dans l'équipe. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont envie de nous rejoindre, qui n'ont pas peur de l'amitié au travail, voilà, on est très ouvert là-dessus. Donc voilà, les prochaines étapes, c'est ça. On ouvre un club aussi d'entrepreneurs ne misent pas tout sur les levées de fonds et qui cherchent à mieux équilibrer les différents acteurs qui sont autour d'eux, entre les actionnaires, les clients, les salariés, etc. À mon sens, il faut savoir prendre soin de tous ces gens de la même manière et pas uniquement de l'actionnaire. Voilà, nous qui n'avons pas levé, ça nous tient à cœur de ne pas avoir une logique purement levée. Et en même temps, la levée, c'est très bien, ça permet de nourrir tout le reste, quoi. Voilà. Et du coup, sur quel réseau on suit ces actualités-là ? Écoute, sur LinkedIn, évidemment. Je vais essayer de retourner un peu sur Twitter, là. On va voir si j'y arrive. Ça marche. Et je vous souhaite beaucoup de réussite dans tous ces projets, dans tout ce développement, notamment à l'international. Merci Sophie. Merci, c'était un très bon moment. Alors voici l'heure du débrief. Je me rends compte que je n'ai peut-être pas bien pris le temps d'expliquer les raisons de cette partie. Je vais prendre quelques secondes pour le faire. J'ai envie que votre écoute du podcast, elle soit active et non passive, et que vous puissiez retirer de la valeur des épisodes de Chef pour faire évoluer vos pratiques de management. Donc à la fin de chaque épisode, je vous partage les 3 notions, les 3 apprentissages que je retiens. Ce sont les miens, au regard de mon parcours et de mes centres d'intérêt, mais je vous invite vous aussi à synthétiser vos apprentissages et puis à les partager sur les réseaux sociaux, à me les partager à moi, pour vraiment qu'on puisse faire évoluer ensemble vos pratiques de management et impacter vos organisations. J'en viens donc à mon débrief. Tout d'abord, j'aime beaucoup l'approche de Caroline qui est d'accepter et de cultiver les liens d'amitié au travail. Ces amitiés sont là, on ne peut parfois pas aller contre, donc autant en faire quelque chose de positif et de fort. Ensuite, je retiens les questions qu'elle a posées à la première amie qu'elle a recrutée pour assainir les relations dès le départ avec l'appui d'un coach. Qu'est-ce que notre amitié représente pour toi ? Quelle est l'image que tu as de moi au travail ? Qu'est-ce que tu ferais si jamais notre relation au travail ne se passe pas bien ? Je pense que ce type d'échange très transparent, authentique, où on joue carte sur table, ne peut que renforcer les liens et faire en sorte que finalement ça se passe bien. Enfin, la dernière leçon, c'est d'avoir des règles de fonctionnement d'entreprise claires, transparentes, partagées par tous, amis ou pas amis, et que dans le travail, ce qui compte le plus, c'est le bon fonctionnement du collectif. Car un ami reste un membre du collectif et il doit s'inscrire dans ces règles, sinon on a le droit de sonner le hors-jeu, ce qui est moins marrant, mais ce qui est aussi le rôle d'un leader. Voilà mes 3 points. Donc je vous pose la question, vous, quels sont vos apprentissages sur cette thématique du travail entre amis ? Quelles pratiques avez-vous envie de mettre en place ? Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut !